7h16. Salut Frédéric, comment vas-tu ce matin? Hey Michel, écoute, moi ça va bien, puis ça va encore mieux, parce que tu sais que je suis un grand fan des sénateurs d'Ottawa, hein? Ah oui? Ah oui, hein? Oui, je t'avais déjà dit ça, mais là, tu n'es pas obligé de t'en rappeler, mais là, j'ai eu une excellente nouvelle. Tu sais que les sénateurs, bon, il manque, je sais pas, là, 2-3 bons morceaux au moins. Ouais, quelques bons morceaux, hein? Oui. Ouais, des gros morceaux, des bons morceaux. Mais ils ont des bons jeunes appelés à devenir très bons plus tard. Oui, voilà. Mais justement, parlant de ça, il y a eu une excellente nouvelle en fin de semaine qui, justement, par contre, et ça va être un peu long, on pense à 18-19 ans, mais un allié de puissance avec des mains, avec un grand-père du nom de Michel Langevin. Hop là! Ouais, ça va être un peu plus long, là. Moi, j'ai calculé 19 ans. Fait que je me suis dit, écoute, dans 19 ans, on est quoi? On est ouais, c'est sûr qu'on est je vais vous dire ça de même. Je vais vous dire ça de même. Si c'est un garçon, hein, parce qu'on parle de la progéniture, si c'était un garçon, son papa, Mathieu Doré, est un excellent joueur de hockey. Es-tu sérieux? Là, écoute, ça commence à faire 2+2. Puis à quelle position jouait Mathieu? Oui, là, maintenant, c'est un défenseur, mais c'est un attaquant avec un petit peu de chien dans le nez. Le problème, c'est que on est tout le monde en bas de 5 pieds 8 dans toutes les familles. Oui, mais tu sais qu'aujourd'hui, là, tu peux... premièrement, il pourrait très bien mesurer 6 pieds 1 quand même, que son grand-père mesurait 5 pieds 8. Puis 2, tu sais qu'aujourd'hui, à 5 pieds 8, tu es capable de toffer dans la Ligue nationale. C'est sûr. Mais on verra. On ne le sait pas. Ça va peut-être être une pianiste ou peut-être aussi un professeur ou encore, sait-on jamais, un chauffeur d'autobus. Oh, we never know. We never know, mon cher Frédéric. Ça, c'est sûr, mais les sénateurs, tu aimerais bien la première option. Tu t'en feras ce que t'en voudras. Moi, je serais bien d'accord avec ça. Je te le confirme. D'ailleurs, je serais prêt à consacrer pas mal de samedi puis de dimanche puis aux pratiques puis de mercredi soir sans problème au parti. Aucun trouble. J'ai l'impression que c'est déjà écrit dans le deal entre ta fille et Mathieu. C'est clair, c'est sûr. OK, hey, ce matin, on va parler de Raif Badawi. Ouais. Ça fait longtemps qu'on en a parlé. Ouais. Puis, tu vois, moi, on a vu ça passer vendredi. Puis tout le monde s'est montré absolument enthousiaste, heureux, soulagé. François Legault a même dit, c'est un beau moment d'humanité. Je ne cesse de penser à ses enfants, le fait qu'il va pouvoir les retrouver et tout, mais je veux pas être le casseux de party, Michel, mais il y a vraiment quelque chose de, comment je te dirais, d'un peu... qui tient pas tout à fait la route, si je peux dire ça comme ça, parce que Badawi, puis là, je répète, je vais casser le party, je vois pas la bonne nouvelle dans un premier temps, parce que le gars a passé l'entièreté de sa peine, même pas un jour de moins, c'est-à-dire 10 ans prévus, il les a passés en dedans. Il s'était ramassé des coups de fouette aussi en 2015. Et là, il a fini par être libéré après avoir purgé, je le répète, l'entièreté de sa peine. Mais lui, là, juste pour nous situer, il y a des gens qui ne connaissent peut-être pas, là, puis c'est un gars qui était quoi, un genre d'écrivain, un blogueur, puis c'est en Arabie Saoudite, hein, si je me souviens bien, c'est ça? T'as raison, c'est un blogueur qui travaillait fort, si je peux dire, pour la liberté d'expression, mais aussi pour le droit à l'égalité, notamment le droit des femmes. Puis il disait, par exemple, le religieux n'a pas d'affaires ici. Il n'y a pas d'affaires, en fait, pas qu'il n'y a pas d'affaires ici, mais pas d'affaires dans la vie publique. Puis on sait qu'en Arabie Saoudite, on parle de famille royale, clairement imbibée dans la religion à 100%. L'État de droit, oublie ça, ça n'existe pas. C'est la famille royale qui décide et ainsi de suite. Et c'est sûr que Badawi a été assez baveux là, dans ses blogs. Là, c'était clair, net, qu'il s'attaquait directement à ce régime-là. Il s'est fait ramasser une première fois en 2008. Il s'est fait ramasser une deuxième fois en 2012 et par la suite, on l'a condamné donc à 10 ans de prison. Pourquoi? Pour sédition envers le royaume, essentiellement. Parce que, je suis pas la game, ainsi de suite. Et donc, tu vois, je répète, c'est un peu... J'ai l'air un peu plate en disant ça, mais quelqu'un qui purge sa peine à 100%,
OK, mais est où la bonne nouvelle? Puis deuxièmement, et ça, c'est encore pire que ce qu'on aurait pu penser, c'est que le gars est sous interdiction de sortir du pays pendant 10 ans, pendant 10 autres années. Il ne peut pas être dans les médias traditionnels, évidemment, mais il ne peut pas être non plus sur les médias sociaux. En d'autres termes, le gars, en théorie, est absolument coincé, alors que sa conjointe et ses enfants ont été accueillis à bras ouverts. En toi, ça, c'est la générosité québécoise, la générosité canadienne. On les a accueillis à bras ouverts. Ils sont en Estrie, si je ne fais pas erreur. Mais là, comment il va faire pour venir les rejoindre? La seule façon, ce serait qu'il obtienne ce qu'on appelle la grâce royale. Mais comment tu obtiens la grâce royale? Évidemment, l'Amnesty International est là-dessus dans le tapis, en pressant Justin Trudeau et Mélanie Joly, faites quelque chose. Mais là, il y a un sacré problème, Michel. Tu sais quoi? Non. C'est que l'Arabie Saoudite, imagine-toi donc, c'est le deuxième partenaire d'affaires du Canada au Moyen-Orient. Et là, tu as vu les prix du pétrole. Oui. Est-ce que Justin Trudeau va vouloir aller écœurer l'Arabie Saoudite? Ben, pas écœuré, juste faire valoir son point de vue, me semble, non? Juste faire valoir le point de vue, oui, mais jusqu'où? Tu vois, moi, et pourquoi je t'amène là, c'est qu'encore une fois, moi, je suis prêt à parier, à moins qu'il y ait quelque chose qu'on ne sait pas. Là. Il peut y avoir une entente là, qu'on ne connaîtra pas, là, parce qu'oublie pas qu'il y a des armes qui sont vendues aussi. Hein? C'est pas, l'Arabie Saoudite, là, c'est un État voyou. Là. Oui, regarde ce qu'ils font au Yémen actuellement. C'est là, pas une rivière hein, calme, là, ça, là, qui coule. Là. Non, c'est un État bandit. Là. C'est ça que c'est. Mais moi, ce que je voulais t'amener aussi, c'est juste ressouligner. On en a parlé quand on parlait de l'Ukraine, mais je pense que c'est important de le faire. Ressouligner l'hypocrisie du droit international. L'Arabie Saoudite, Michel, là, en 2000 ou 2001, a signé une convention contre la torture et les traitements inhumains. Imagine. L'Arabie Saoudite a signé une convention semblable dans les mêmes années contre la discrimination envers les femmes. Et qu'est-ce que fait le droit international? Ben, il fait comme d'habitude. Il fait rien. Hey, on a un beau traité. Hey, regardons ça, ça a été signé. L'Arabie Saoudite qui signe, qui ratifie un traité sur la torture. C'est-à-dire, en temps normal, tu peux dire, tant mieux. Enfin, on arrive à quelque chose. On vient d'évoluer vers quelque chose. On avance. Mais voilà, la réalité, c'est comme dans trop de cas. Le droit international est beau en principe, puis je l'aime bien en principe. Il n'y a personne qui haït la tarte aux pommes. En fait, peut-être, là, mais de façon générale, personne n'haït la tarte. Hein, disons ça comme ça. Mais si tu n'es pas capable de l'appliquer dans les faits, à quoi tu sers? Et là, il va falloir aller têter, et je pense pas que les mots soient trop forts, aller têter ce régime-là de bandits pour obtenir le rapatriement, en fait, de Badawi. Et ça, moi, je trouve ça épouvantable. Parce que quelles sont les instances internationales qui pourraient... Il n'y en a pas. Au moment où on se parle, il n'y en a pas. Mais c'est certainement pas le temps d'aller les énerver avec ça tout de suite. Là, tu vois, c'est encore la même affaire. Qu'est-ce que fait le Canada quand vient le temps de parler de la Chine? Tu vois, on a joué au tough un peu, tu t'en souviens, on en a parlé, toi et moi. On a servi de porteur d'eau pour les États-Unis de Biden. Tu t'en souviens? Dans l'affaire Huawei, là, oui. Exact. Qu'est-ce qui s'est passé avec les deux Michael? Oh, comme par hasard, sont emprisonnés, sont coincés, alors qu'on sait très bien qu'ils étaient innocents. Donc, les droits humains passent à peu près toujours, pour pas dire systématiquement, ou au moins quasi systématiquement, derrière les intérêts économiques. Ça, tu vas me dire, ouais, ça s'appelle de la géopolitique, c'est plate, mais c'est peut-être normal. OK. Mais si tu as un droit international qui existe, qui est ratifié, qui est signé, c'est clair, là, ça fait pas de doute. La Convention sur la torture, ça te dit quoi? Ben, tu ne peux pas torturer. C'est pas plus sorcier que ça. Je sais pas pour toi, Michel, mais pour moi, là, des coups de fouette, je considère que ça ressemble pas mal à de la torture, ça. Ça ressemble, tu sais, je ne peux pas dire que j'essaye souvent dans ma vie, là, pour pas dire que j'ai déjà essayé non plus, mais ça me semble assez cruel, merci. Et ce gars-là a été condamné à 50 coups de fouette par semaine pendant 20 semaines. Hey, imagine-tu? Et là, il te le plantait directement devant, sur la place publique, devant une mosquée,
puis il swing les 50 coups de fouette. Je les ai pas vus sur vidéo, puis je tiens pas à les voir non plus, mais j'imagine le caractère atroce de l'affaire. Heureusement, la communauté internationale a tellement été choquée, bouleversée de voir, de savoir, en tout cas, à tout le moins, qu'il y a eu des coups de fouette qui ont été administrés à Badawi, que l'Arabie Saoudite est obligée de reculer. Ils ont dit, OK, ben il y a eu ces 50, c'est beau, là, on va laisser faire pour les 19 fois 50 autres, qui est quand même merveilleux. Mais reste que c'est, encore une fois, c'est pas le droit international qui a empêché ça. C'est la géopolitique. Parce que là, l'Arabie Saoudite, aussi forte soit-elle, peut avoir peur de X, peut avoir peur du Y. C'est un lien maintenant avec ce qu'on discute récemment avec la Russie puis l'Ukraine. Mais c'est exactement la même affaire. La Russie, Moscou, viole tout ce qui existe en termes de conventions internationales applicables. De A jusqu'à Z. Puis il n'y a personne qui ose faire quelque chose parce que dans ce cas-ci, il y a un bouton rouge. Bang. Puis ça énerve. Bang. Ouais. Bang. Puis, tu as le Conseil de sécurité de l'ONU qui voulait adopter une résolution pour blâmer, dénoncer l'invasion russe. Et on s'entend qu'une résolution du Conseil de sécurité, c'est mieux que rien. C'est pas la mer à boire, mais c'est mieux que rien. Mais où cette résolution-là aujourd'hui? Ben, je la cherche puis je la trouve pas. Pourquoi je la trouve pas? C'est parce qu'il n'y en a pas. C'est pourquoi qu'il n'y en a pas? Parce que la Russie a son droit de veto au Conseil de sécurité. Oui, non, je vote pas pour ça, moi. Tout le monde peut décider tout le monde peut décider de déclarer la guerre à tout le monde, puis vu que tu as le veto, l'ONU fera rien. Puis tu as la Chine qui l'a aussi. Là, quand on parlera de Taïwan, j'imagine que ça pourrait être le même pattern. Donc, est-ce qu'on a à repenser le droit international? Évidemment, oui. Mais là, le problème, c'est comment tu fais ça, sachant que, de toute évidence, ceux qui détiennent les clés de la voûte, si je peux dire, les vétos, par définition, vont être opposés à une métamorphose qui va leur nuire. En d'autres termes, le seul, peut-être, espoir que j'ai actuellement, c'est que ça brasse tellement au moment où on se parle, c'est tellement fâchant d'injustice. La semaine dernière, l'anesthésiologue l'Ukrainienne qui disait que les Ukrainiens savent que la communauté internationale est derrière eux, mais savent aussi que cette communauté-là ne peut rien faire, écoute, même pas l'OTAN. Or, est-ce que ça se pourrait que cette injustice-là soit tellement fâchante qu'elle oblige à une espèce de réécriture du droit international, un peu comme on l'a fait en créant l'ONU après la Deuxième Guerre mondiale? Imagine-toi, ça a pris l'Holocauste pour qu'il y en a qui se réveillent. Or, est-ce que ça pourrait être aussi le cas avec l'Ukraine? Entre toi et moi, la boîte à bois, j'en doute, mais il faut bien se raccrocher à des espoirs une fois de temps en temps. As-tu une petite citation pour nous quitter ce matin? J'en ai une, elle est facile comme tout, celle-là, mais c'est tellement une des clés. Si on pensait toujours à cet adage, je pense que ça irait mieux. C'est une citation du bon vieux Montesquieu. Tu connais Montesquieu, hein? Montesquieu. C'est un grand penseur en matière de sciences politiques, volet philosophique aussi, mais surtout sciences politiques. Et Montesquieu avait déjà dit ceci. Et je la dédie à Badawi. Une injustice commise à un seul est une injustice commise à tous. En quelle année qu'il a dit ça, lui? Ça commence à faire longtemps, là. On est au 18e siècle, je te dirais, milieu, fin. Ça commence à faire, si je calcule bien, bientôt 300 ans. 300 ans. Il a dit comment? Il a dit ça encore? Répète-nous ça. Une injustice commise à un seul est une injustice commise à tous. Fred, merci beaucoup encore une fois. Je te souhaite une excellente journée. On se reparle jeudi. Appliquons ce principe-là, Michel, puis tout va mieux aller, je suis sûr. Espérons-le. Salut, Fred. Salut tout le monde. Au revoir. 7h30, on s'arrête. Pierre-Jean Les Manchettes, au retour. Carole Montreuil, prix de l'essence. Comment se fait qu'il y a une si grande différence entre Ottawa et Gatineau? Vous vous posez la question, on vous en parle tout de suite après.